J'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur cette image. Est-ce bien, selon vous, Namur, la capitale de la Wallonie, que l'on voit à l'écran? Oui? Non? Non? Une petite idée? Est-ce que ça ressemble vraiment à Namur? Oui, vu le paysage, on aurait le droit d'en douter. Donc ça veut dire qu'il y aurait ailleurs sur Terre un autre Namur, et sans doute en dehors de la Belgique. Eh bien ça c'est vraiment le genre de sujet auquel s'intéresse Belgistoria. Alors, Belgistoria, qu'est-ce que c'est? C'est une newsletter historique que nous avons développée avec Florent Servia, journaliste qui nous vient de Paris, et moi-même, Nicolas Piette, historien. Et en fait, cette newsletter, elle s'intéresse à l'histoire de la Belgique. Alors, elle propose un contenu historique qui est fiable, qui est étonnant et qui est à la fois divertissant. Et Belgistoria, en même temps, fait la chasse aux idées préconçues et aux stéréotypes. Alors, nous avons un credo pédagogique qui consiste à partir à chaque fois de notre audience, à partir des lecteurs, pour voir tout d'abord quelles sont leurs envies, leurs points d'intérêt, mais surtout quels sont les clichés qu'ils ont en tête. Ensuite, nous allons voir dans des livres d'histoire, des livres spécialisés, de la littérature, comme on dirait à l'université, pour faire un contenu qui est correct, qui est fiable. Et enfin, nous revenons vers nos lecteurs avec un contenu qui est fiable, d'accord, mais qui est beaucoup plus agréable à lire et qui est plus court. Alors, à Belgistoria, on accorde beaucoup d'importance à cette fiabilité. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que sur Internet, il y a beaucoup de contenus qui sont faux, qui ont des erreurs. Et parfois, il y a malheureusement une utilisation idéologique de l'histoire. Et en histoire, quand on fait de l'idéologie, qu'est-ce qui se passe? On a une vision manichéenne du monde. Et ça, on veut le combattre. Donc pour nous, à Belgistoria, connaître le passé, c'est une manière de mieux appréhender le présent et de pouvoir être un citoyen averti. Alors, on a déjà fait un premier numéro, un numéro 0, et on a eu quelques retours. Les gens ont principalement aimé, nos lecteurs ont principalement aimé le fait que ce soit assez littéraire. Il y a un style qui est littéraire, mais simple à la fois. Et en même temps, on essayait de dévoiler petit à petit les informations, un peu comme dans un polar. Alors, durant toute l'aventure pilote, nous sommes allés à la rencontre de notre public et on a remarqué que le public était intergénérationnel. En fait, ça intéresse autant les jeunes que les moins jeunes. Et notre public a plusieurs motivations pour nous regarder. Certains qui sont nés à l'étranger veulent apprendre l'histoire de la Belgique pour mieux comprendre le pays dans lequel ils sont arrivés. On a d'autres personnes qui veulent mieux comprendre la politique belge, et ça, c'est pas toujours facile. Donc, en ayant un petit retour dans le temps, en comprenant comment les choses sont advenues, ça les aide à mieux comprendre la politique. Et enfin, on a les petits curieux qui veulent tout simplement étancher leur soif de connaissances ou avoir plus de choses à dire pendant les repas en hiver. Donc, pour satisfaire nos lecteurs, on va travailler sur la petite et sur la grande histoire de la Belgique. Et on va surtout s'intéresser aux mythes et légendes de l'histoire belge en essayant de démêler le vrai du faux et en faisant donc une newsletter qui paraîtra une fois tous les 15 jours. Florent, c'est à toi. Bonjour, on a choisi le format de la newsletter tout simplement parce qu'il est en vogue par ailleurs. Le New York Times, par exemple, compte pas moins de 14 millions d'abonnés à ces newsletters. Je prends évidemment l'exemple le plus énorme au monde, mais une historienne américaine, prof à l'université, tient une newsletter toute seule sur Substack. Elle s'appelle Heather Cox Richardson. Et en fait, elle analyse l'actualité politique américaine à travers l'histoire des États-Unis. Elle compte à elle seule plus de 350 000 abonnés sur Substack à sa newsletter et plus de 1 million de personnes aiment sa page Facebook. C'est évidemment énorme. On a choisi d'utiliser un outil qui est similaire à Substack, mais qui est son concurrent européen qui s'appelle Steady. En fait, c'est une plateforme de newsletter dédiée aux créateurs de contenu et aux journalistes. Cette plateforme, elle permet de créer un sentiment de proximité et de développer une communauté, puisque les gens, en fait, les lecteurs vont pouvoir commenter directement chaque article, chaque épisode de la newsletter. Ils vont aussi pouvoir donc nous suggérer des idées d'articles
et créer un sentiment de proximité puisqu'on s'adresse aux gens en arrivant directement dans leur boîte aux lettres. Le ton également peut être adapté à ça. Et en fait, le but à l'avenir, ça va être donc de développer cette communauté. On a créé une page Instagram, on a créé une page Facebook. En une semaine, doucement, on a une petite cinquantaine de gens qui nous suivent sur Instagram, peut-être une quarantaine de lectures du premier article. Et on va pouvoir aussi à terme décider sur Steady de rendre un contenu payant, l'autre gratuit, de tester tout en faisant grandir la communauté. Si tout ça fonctionne, l'un des objectifs va être possiblement d'aller voir un diffuseur qui pourrait être un grand média et trouver un partenariat avec une institution comme un musée sur l'histoire de la Belgique. En attendant, on vous invite à nous suivre, donc directement sur Steady, mais également sur les comptes Instagram et Facebook. Merci beaucoup. Voilà, un tout grand merci à vous. Alors, pour les curieux, le second Namur se trouve dans le Wisconsin et il a été créé par une communauté de Belges qui ont émigré de Gré d'Oisseau au 19e siècle. Et ça, ce sera le sujet du prochain article qui paraîtra le 1er juillet. Merci beaucoup. Assieds-toi ici, Nicolas. Florent, tu restes évidemment avec nous pour une petite session de questions-réponses autour de votre projet. Alors, évidemment, c'était la première fois parmi les partenaires que certains entendent ce pitch. Des impressions à chaud, éventuellement, sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette proposition faite par Florent et Nicolas. Je ne sais pas qui a envie de se lancer en premier. Parmi les coachs aussi, si vous avez envie de faire un petit retour sur la façon dans laquelle s'est passé cet accompagnement de projet. Je ne sais pas si vous avez Philippe de ma télé. On salue aussi Corinne Boulanger de la RTBF qui vient d'arriver. Coucou. Par rapport à cette notion historique, la petite et la grande histoire, Philippe, on va peut-être te demander de prendre un micro. Philippe Alloy, hop. La petite et la grande histoire belge, ma télé, vous êtes une télévision locale, c'est quelque chose qui entre en résonance avec vos propres thématiques, vos propres problématiques aujourd'hui? Très sincèrement, c'est une approche qui est très proche des gens. Et donc approcher l'histoire qui est souvent quelque chose de rébarbatif, de manière qualitative, par un biais plus ludique, je vais dire, me semble une bonne piste. Et c'est certain, le fait de travailler via le système de la newsletter, qui est un peu un système en vogue à l'heure actuelle, et sans doute un bon choix. À ma télé, il y a très récemment. Voilà, on travaille aussi sur cette évolution de ce type de produit de communication. Voilà. Sébastien, le MIL est dans le giron de l'UCL, université. Nicolas a un profil d'historien, ça se sent qu'il a travaillé aussi cette proposition de valeur à travers j'allais dire le wording, mais c'est trop anglais comme terme. Dans le feedback qui est remonté, c'était aussi, il y a un ton. C'est quelque chose qui est important, ça, ce ton-là. Toi, tu observes ces médias qui bougent avec l'université. Ça fait partie aussi des choses qui rentrent en résonance avec les projets que le MIL porte. Ben, évidemment, mais moi j'ai envie de rebondir surtout sur ce que Philippe vient de dire et le côté ludique, l'histoire, t'es bien placé pour le savoir, elle peut être complexe, compliquée à transmettre. Et donc moi ce qui m'intéresse et qui m'intéresserait bien d'avoir en complément de ce que vous avez présenté, c'est finalement comment vous allez entretenir ce côté sérieusement ludique. Et en tout cas là c'est des choses sur lesquelles nous on bosse au MIL, c'est quelle est l'interaction que vous pouvez avoir avec votre public cible et comment vous allez rendre l'histoire la plus sexy, la plus séduisante, maintenir cette interaction et cette envie d'ouvrir la newsletter de quel jour, j'en sais rien, mais de dire ok, je l'ai reçu aujourd'hui, quoi. Alors pour ce qui est de l'interaction avec le public, on a créé une page Facebook et un groupe Facebook. Et par cette page, par ce groupe, on va essayer d'avoir le plus d'interactions possible avec une communauté qu'on est en train de développer. Donc là, ça va demander un effort d'aller vers les lecteurs et leur demander comment, est-ce que ça leur plaît, quel serait le type d'article qu'ils voudraient.
Et pour ce qui est de rendre ludique, en fait, le secret, je pense, c'est de comprendre quels sont les clichés sur l'histoire. Il faut étonner les gens. Il faut leur montrer que parfois on a des idées toutes faites et que, en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. On va toujours dans des livres d'histoire, donc on va vraiment voir ce qu'il en est en réalité, et on essaie de faire une mise en roman, c'est-à-dire de raconter les choses avec le plus de détails possible, le plus de détails corrects, mais de manière à ce que les gens sentent un vécu. Par exemple, on a fait un premier article sur une affaire criminelle, on a vraiment développé du début jusqu'à la fin, et on a commencé par reconstituer l'affaire criminelle grâce à des travaux qui étaient très précis. Et petit à petit, on fait comme si on était un observateur du moment, on l'explique et on le raconte vraiment. Au lieu de l'expliquer, on le raconte comme une histoire. Et en même temps, on offre un contenu pertinent, en fait. Donc c'est un exercice pas très facile et ça demande une véritable mise en récit. Dans votre ambition, vous avez, dans l'interaction avec le public, jusqu'à aller à l'UGC, c'est-à-dire que les publics vont participer à la création des contenus ou pas? Vous m'entendez ou toujours? Oui. On a donné on a interviewé plusieurs lecteurs potentiels, intéressés, passionnés d'histoire. Parmi les interviews, on en a déjà eu un ou deux qui nous ont tout de suite demandé à quel point ils pouvaient participer et suggérer des histoires à creuser, des histoires qu'eux-mêmes voulaient mieux connaître. Et peut-être pour répondre aussi à la question, le choix du premier sujet résonne à mon sens dans la Belgique contemporaine, puisque c'est une histoire criminelle, mais qui traite en fait des divisions qui existent entre la Flandre et la Wallonie, et donc de questions de langue. Et je pense que de capter l'attention du public, ça passe évidemment par la forme ludique peut-être, mais aussi par ce choix des sujets, par de la curation aussi. On compte peut-être partager des sujets historiques qui sont faits ailleurs, dans d'autres médias. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses. Et j'évoquais rapidement une newsletter américaine, donc Letters from an American. Évidemment, sans espérer peut-être atteindre ces chiffres-là, je regardais un peu comment cette universitaire fonctionne sur sa page Facebook. J'ai été surpris parce qu'elle fait des posts où il n'y a même pas de photos parfois, il y a 12 paragraphes de texte et il y a 90 000 likes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention à la forme, mais c'est quand même la preuve aujourd'hui, alors qu'on a peur et qu'on se concentre énormément sur la forme, que si le contenu y est et que si c'est bien raconté et qu'on a bien sélectionné l'histoire, on peut amener des gens avec nous. À vérifier. Oui. toujours à vérifier. David ? Moi, j'avais une petite question aux entrepreneurs que vous êtes, puisque Pilote Média, c'est avant tout un programme d'entrepreneuriat. Or, votre projet, il démarre vraiment avec la passion, l'envie d'écrire, l'envie de produire quelque chose. Alors, question demi-piège, est-ce que vous êtes prêt à faire de ce projet votre métier ? Je dirais que nous espérons tout d'abord lancer une communauté. Et si la communauté suit bien la newsletter, tout est possible. Je propose d'applaudir. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci Florent. Et moi, je tiens à souligner vraiment l'adéquation qu'il y a eu entre vous deux, à distance en plus, sur un programme qui s'est fait pendant 6 semaines et complètement à distance. C'est un bonheur de t'avoir avec nous, Florent. On aurait rêvé de t'avoir physiquement aussi. Ce n'est que partie remise.